Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonsoir à tous, bienvenue dans Coup de Canon, le podcast d'Arsenal French Club. Comme vous l'avez reconnu, c'est pas Raoul en ce moment, c'est moi qui prends le lead sur ce podcast. Voilà, Raoul a décidé de faire des petites vacances, il en avait marre de vous, il m'a dit voilà, j'en ai marre, j'arrête le podcast pendant une semaine, donc tu te démerdes. Non, plus sérieusement, voilà, Raoul ne pouvait pas mardi et dimanche. C'est pour ça que mardi, on n'a pas eu de podcast podcast débrief sur PSV Eindhoven. Et on n'a pas eu non plus de Raoul ce soir. Donc je prends sa place avec plaisir. Ça rappellera peut-être des souvenirs à ceux qui écoutaient les podcasts il y a 2 3 ans où c'était moi qui animais avec Axel. Voilà, c'était un petit peu la bonne époque. Donc ce soir avec moi, j'ai une team de rédacteurs avec Nitinia et Louis. Salut les gars, comment ça va? Salut Corentin, salut à tous. Bah écoute, ça va super après ce merveilleux match encore. Que demande le peuple pour terminer ce bon petit week-end? Salut Corentin, salut Louis, salut tout le monde. Ouais, un match intense tout de même, mais ça nous sourit pas à la fin. On va en débriefer tout à l'heure, mais c'est une nouvelle fois, c'est frustrant. On avance à un rythme de tortue en première ligue et c'est pas comme ça. Je pense qu'on va gagner la première ligue. C'est sûr, donc voilà, le match vient de se terminer. Manchester United-Arsenal, un partout. Troisième match sans victoire d'Arsenal en Première Ligue. Ça commence à faire beaucoup, comme tu l'as dit, Nitina, on avance à pas de tortue. Mais avant cela, je voulais quand même qu'on revienne sur le match du PSV cette semaine, cette victoire historique à l'extérieur, 7 buts à 1. On n'a pas eu le temps d'en débriefer dans un podcast. Je pense que on va quand même en parler que juste 10-15 minutes parce que c'était quand même assez fou ce qu'on a vu mardi soir. Donc on le rappelle, victoire 7 buts à 1 avec 6 buteurs différents, record de victoire à l'extérieur hein, dans une phase à élimination directe en Ligue des Champions de l'histoire. Donc c'est quand même deux records avec les 6 buteurs différents aussi. C'est quand même deux records qu'on a battus mardi soir un peu de façon inattendue. Toi, Nitinière, t'as vécu cette victoire écrasante? Moi, je m'attendais pas à une telle ampleur, on va dire, dans le score. Moi, je m'attendais à un match où on allait gagner, mais pas de cette manière, tu vois. Je pense que le PSV Eindhoven a, a vu ce que c'était que d'affronter une équipe qui joue, qui font partie des prétendants à la Ligue des Champions, parce que je rappelle, ils avaient battu la Juve au tour précédent en barrage. Mais je m'attendais pas à une telle efficacité de notre attaque. Déjà, on va rappeler les stats, je pense, tout à l'heure, mais ouais, mettre 7-1, ça, on va dire, ça soulage pour la semaine prochaine, à moins d'un très gros accident, mais au moins, Ouais. ça c'est fait, on va dire. Ouais, je pense qu'on est quand même plutôt à l'abri et on va dire que les quarts de finale quand même Mm. sont quasiment là, quoi. Et toi, Louis, qu'est-ce que tu en as pensé de ce huitième de finale aller? Ouais, bah un peu comme Vitinha, forcément le score est quand même immense et historique. Je pense que tu l'as bien souligné. Ce qui est cool aussi, c'est que bah, sauf effectivement énorme catastrophe également historique, ça nous permet de souffler un peu plus sur le match retour. Et on voit bien que quand on joue contre une équipe qui joue pas bloc bas et qui nous laisse un peu plus d'espace, et ben on est capable, même sans attaquant, même avec Trossard qui joue sur le terrain, on est quand même capable d'en mettre 5 6 7. Donc bon, effectivement, de ce côté-là, c'est un peu rassurant, on va dire. Mais bon, voilà, je pense que pour autant, on n'est pas guéri de ce qu'on a vu des dernières semaines. Parce que moi, je trouve que ce qui est assez fou sur ce match, c'est que en fait, le score final est de 7 buts à 1, mais le match aurait pu avoir une tournure complètement différente, notamment sur Mhm. la barre transversale, alors qu'il y avait 0-0 du PSV. Il y a aussi le Miles Lewis Kelly qui échappe au carton rouge à la 30e Mhm. minute de jeu alors qu'il y avait 2-0.
Donc en fait, il y a un peu ce paradoxe-là où en fait, on aurait pu aussi ne pas gagner en fait ce match, mais on le gagne quand même 7-1 parce que voilà, on a su concrétiser nos actions. Toi, Nitinia, est-ce que tu arrives à expliquer comment on a pu être aussi tueur devant le but par rapport au match de Première Ligue où l'équipe a vraiment du mal, quoi. Ouais, je pense que Louis a dit un peu les contours, c'est-à-dire en fait que le PSV c'est pas une équipe qui joue bloc bas Mm. et je pense qu'on a vraiment profité des espaces laissés au maximum par l'équipe néerlandaise. Moi, je trouve qu'il y avait qu'on qu'on a joué comme on savait faire avec beaucoup de jeux vertical, de courses vers l'avant. Après, il y a eu des buts très chanceux. Je pense que le troisième but, je pense que c'est Ouais. celui qui tue. Ouais. Vraiment tout espoir pour le PSV. Mm. Alors qu'avant, Lewis Kelly, il est chapeau rouge. Je pense que Mm. là, on a un enchaînement d'événements défavorables pour le PSV. Et je pense que mentalement, ils ont coulé le penalty qu'on encaisse. Voilà, c'est aussi une faute. En plus, Thomas Partey, il aurait pu aussi prendre rouge, même si j'aurais trouvé sévère. Mais là, pour revenir sur le jeu d'Arsenal, on a été plutôt efficace. Déjà devant le but, on a été efficace. Mais dès qu'on joue contre une équipe qui nous laisse des espaces, là, on sait en profiter. On va en parler tout à l'heure lors du match Mm. contre Manchester United. Et là, on voit que dans les matchs contre des équipes bloc bas, on n'arrive pas à mettre de la vitesse nécessaire. Alors que là, si on a assez de vitesse, et ben, on arrive à marquer plus facilement. C'est vrai que tu as raison, cette saison, j'ai l'impression que c'est un peu le scénario, toujours le même scénario, Ligue des Champions, jeu assez ouvert, on arrive à se créer Mm, des occasions, on a plein d'espace. Je m'en souviens, c'était le cas dans plusieurs matchs contre Lisbonne, contre c'est Monaco, ça. contre Dynamo Zagreb, là encore contre le PSV. C'est des équipes Mm, qui défendent pas du tout comme n'importe quelle équipe de Première Ligue, quoi. J'ai envie de dire, mm, même Leicester ou Ipswich ne défendent pas du tout comme a défendu le PSV mardi soir. Toi, Louis, mm. comment tu le vis, en fait, cette contradiction entre les défenses, en fait, bloc bas, défense bloc bas de Première Ligue et ces espaces qu'on a en Ligue des Champions en semaine? Bah, je pense que c'est des approches différentes. On sait que sur la Ligue des Champions, tu peux pas te permettre, on va dire, de calculer parce que bah, la phase de groupe entre guillemets, enfin la phase de groupe maintenant unique entre guillemets, elle est quand même assez courte, elle est assez condensée. Donc les équipes jouent pour gagner en Ligue des Champions, alors qu'en Première Ligue, quand la compétition dure 10 mois, parfois tu as des équipes qui jouent pour ne pas perdre, et ça c'est un peu différent. Surtout contre nous, on sait que, enfin les équipes en Première Ligue savent très bien qu'il y a des équipes auxquelles il faut laisser un minimum d'espace, que ce soit Arsenal, que ce soit Chelsea, que ce soit City, que ce soit Liverpool, ils savent très bien qu'on tu peux pas te permettre de jouer bloc haut de jouer et de jouer on va dire l'attaque à fond. Donc c'est une approche qui nous réussit plutôt en Ligue des Champions. Maintenant, effectivement, quand on voit les buts, on a quand même l'impression qu'il y a pas mal de joueurs qui ont été touchés par la grâce contre le PSV. Tu as l'impression que à chaque attaque, ça rentrait, qu'il y avait une balle qui était déviée, c'était but, etc. Donc, bon, ça fait partie un peu de cette catégorie de matchs qui sont plutôt irrationnels, mais pour le coup, c'est plutôt en notre faveur. Donc, bah écoute, on prend, hein. Vu ce qu'on a vu ces dernières semaines, on Ouais. prend. Après, le contexte n'est pas pareil, Corentin, pardon. Là, Ouais, ouais. on joue on joue la Ligue des Champions, tu vois, donc on est tous aux limites obligés d'attaquer. En championnat, tu peux te permettre de faire un ou deux matchs où tu te dis, où les équipes, on va dire en bas de classement, disent, ah bah celui-là, on va essayer de gagner un point maximum, et donc c'est pour ça qu'ils jouent bloc bas. Donc le contexte n'est pas forcément pareil. Mais là, comme disait Louis, à juste titre, je pense que tous nos attaquants étaient un peu touchés par la grâce, et ça, c'est tout bénef, et heureusement on avait besoin de ça parce que sinon en première ligue c'est pas tellement la vie en rose en ce moment. C'est clair que c'est pas la joie et franchement, cette victoire en mardi soir, elle nous a fait énormément de bien, surtout pour le match retour. Je pense que voilà, on a fait le tour de ce match, voilà, du record 7-1 extraordinaire. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du match retour? Est-ce que vous attendez un petit turnover ou qu'est-ce que, comment on se sent par rapport à ce match?
Est-ce que vous êtes bon, je pense qu'on est tous quand même assez sereins, on va pas se mentir. Perdre 6-0 à l'Emirates, ce serait quand même cataclysmique. Toi, Louis, qu'est-ce que tu attends de ce match, le match retour? Ouais, bah faire un petit peu de turnover forcément, forcément parce qu'il y a Chelsea qui arrive derrière, donc il faut qu'on soit 100% prêt physiquement. Un petit turnover, mais pas non plus aligner l'équipe D. Je pense que c'est aussi important de travailler un peu les éléments qui nous manquent aujourd'hui, qui nous font défaut. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui sont sur des bonnes rentrées récemment et qui méritent des titulaires contre le PSV. Je pense notamment à Zinchenko, au milieu, qui fait deux bonnes rentrées et qui mérite, selon moi, de jouer un peu plus au milieu. Je pense à Tierney aussi contre Nottingham Forest, qui a fait une très bonne rentrée, donc je pense qu'il doit jouer contre le PSV titulaire. Après, au niveau attaque, on parle souvent enfin, c'est Raoul qui parle souvent du petit jeune Odeyeji Butler. Bon, bah, pourquoi pas, du coup, le tenter, ça y est, en pointe, un match où tu as quand même un peu moins d'enjeux. Je pense que c'est le bon contexte. T'as Martinelli qui revient de blessure, donc c'est aussi le contexte parfait pour lui donner des minutes et lui donner du rythme. Et puis après, bah, de toute façon, t'as pas énormément on va dire, Bon. de choses à faire. T'as White aussi qu'il faut redonner un peu de minutes, un peu de rythme. T'as Jorginho, pourquoi pas faire souffler un peu Partey, mais sinon après pour moi ça va être l'équipe habituelle quoi. Ok, ben, on va pas. Ouais, pareil, hein, pareil que Louis. Moi, je pense que à un degré moindre, il faut peut-être relancer aussi des joueurs en manque de confiance. Louis a oublié de le mentionner, mais peut-être volontairement. Mais voilà, Raheem Sterling, par exemple, Bon, c'était volontaire, c'était volontaire. voilà, voilà, j'en étais sûr. Mais ouais, je pense que des joueurs comme ça, il faut peut-être les relancer, tu vois, sur des matchs comme ça. Les lancer tout court, tu veux dire. Oui, les lancer peut-être ouais, les lancer peut-être leur fin de saison, tu vois, pour qu'ensuite ils cartonnent en fin de saison à Arsenal. Bon, là ce que je dis c'est totalement utopique, hein, donc rassurez-vous les fans, hein, je dis des conneries là depuis depuis quelques secondes, mais ouais, sinon je suis d'accord avec Louis, c'est il faut lancer des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu et qui pourraient après sur le long terme contribuer pour la fin de saison. Donc oui, nous sommes le 9 mars et nous attendons toujours un début de saison de Raheem Sterling. Bon, peut-être il est pas trop tard, hein. Sur un prêt d'un an, c'est vrai que c'est rentable, donc bon, on va, Hmm. on va voir ça. Donc voilà pour ce match face au PSV. On va passer dans le vif du sujet, le match qu'on vient de vivre. On va quand même garder l'instant passion parce que je sais que Raoul y tient beaucoup et c'est quand même l'hôte et le maître de ce podcast. Donc je vais l'honorer en gardant cet instant passion. Vous, messieurs, qu'est-ce qui vous a plu ou fortement déplu? Choisissez l'un ou l'autre sur ce match, l'instant qui vous a fait soit vibrer, soit complètement péter les plombs. Vous avez le droit à n'importe quoi. Nitinia, je t'en prie. Commence. Euh, je crois, c'est l'absence de solution offensive. Ça va être ça. Ok. Un peu ça, un coup de gueule, effectivement, là, pour le coup. On aura le temps d'en parler. Et toi, Ouais. Louis? Bah écoute, c'est dommage que Raoul ne soit pas là. Je pense que c'est même tout un signe que Raoul ne soit pas là et que mon instant Ah passion, ouais. ça soit David Araya parce que Ouais. je revois les arrêts. Il y a des arrêts, je comprends toujours pas comment il fait pour aller les chercher parce que alors là, on parlait du PSG où les attaquants étaient touchés par la grâce, mais alors là, c'est vraiment David Raya qui a été touché par la grâce ce soir parce que les arrêts qu'il fait, c'est vraiment du cheat code pur et dur. Donc ouais, mon instant Hmm. passion avec le match de Rice aussi qui nous sauve aussi une paire de fois et après non bah pour tout le reste, franchement, voilà quoi. Il est pas- On va profiter de l'absence de Raoul pour que ce podcast se transforme en ode à David Raya. Voilà, on n'hésitera pas à n'importe quel moment du podcast à Je déclarer pense notre. qu'après, on le fera jamais, hein. Ce sera la seule occasion de le faire, donc voilà. On va revenir comme à chaque podcast, on va revenir sur la compo. Toi, Nitinia, on va rappeler la compo rapidement avec donc Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, avec Partey, Rice, Odegaard, et en attaque Trossard, Merino et Nwaneri. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la compo? Est-ce que c'est un petit peu la compo classique des dernières semaines suite aux blessures? Toi, Nitinia, qu'est-ce que tu en as pensé de cette compo?
Ouais, on n'avait pas tellement le choix. Alors moi j'ai un peu tiqué sur Calafiori à la place de Lewis Kelly, mais sinon ça m'a pas choqué ce genre de composition. Louis, pareil. Ouais, ouais, pareil. Nitinel l'a dit un petit peu tout à l'heure. On a tellement peu de solutions offensives que de toute façon, tu sais que ça va être nul, mais t'as pas le choix parce que t'as pas d'autres solutions, quoi. Donc ouais, ouais, effectivement, Calafiori à la place de MLS, peut-être un choix aussi un peu sanction entre guillemets par rapport aux 30 premières minutes, pardon, de MLS contre le Mm. PSV où il a encore failli se faire expulser. Donc voilà, il faut. Bon, après, c'est normal, il a un peu la foule de la jeunesse, etc. Mais sinon, bon, après, c'est la compo classique des dernières semaines. On va pas dire qu'il marche entre guillemets, mais on va dire que c'est la compo qui qu'on voit toutes les semaines, quoi. Tout à fait. Donc, on va revenir pour commencer sur cette première période. Moi, personnellement, sur cette première période, j'ai trouvé vraiment que, enfin, le match en général était vraiment copier-coller au final des matchs contre Nottingham Forest et West Ham, où on a vraiment un bloc bas qui nous empêche d'avoir des espaces ou de créer des occasions concrètes. Même si on a eu, je trouve, des occasions en transition qu'on a très mal jouées, où on avait de l'espace. Je pense qu'on aura le temps Je pense que c'est aussi le moment d'en parler. Dans cette première période, je trouve on a mal exploité certaines occasions qu'on aurait dû transformer, mais il y a aussi un bloc bas quand même avec beaucoup de présence physique des Mancuniens dans la défense. Toi, Nitinia, qu'est-ce que tu en as pensé de cette première période? Qu'est-ce que tu as bien aimé ou qu'est-ce qui t'a un peu, qu'est-ce qui t'a déplu dans cette première période? Bah écoute, la première période, c'était vraiment ce que j'attendais. C'est-à-dire que nous, on allait avoir la balle. Parce que Hmm. il faut regarder aussi la compo de départ de Man United. Et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait en face. Et là, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Donc les mecs, ils veulent pas avoir la balle, ils vont juste contre-attaquer, etc., etc. Et cetera. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Et nous, si on veut dominer, il faut aussi qu'on marque, tu vois, les mettre la tête sous l'eau dès les premières minutes, mais c'est pas ce qu'on a fait. On a manqué une nouvelle fois, comme toutes les premières périodes dans les deux derniers matchs, on a manqué d'intensité, on a manqué de vitesse et beaucoup de passes, du jeu latéral. C'était très très moyen en tout cas. Je rappelle donc qu'on a eu 67% de possession de balle Mm. en première période avec une domination dans le jeu assez claire par rapport à celle de United. Comme tu dis, on a vu clairement la différence de mentalité de suite dans le début de match entre Manchester qui cherchait vraiment à Bah, défendre quand et tu alignes si des joueurs à vocation défensive, pardon, excuse-moi de te couper, non, Corentin, mais mais si joueurs à vocation défensive, tu joues pour le point du match nul en tout cas. Tu mets même Lindelof titulaire, quoi. Tu vois, c'est limite. Moi, j'ai pris ça personnellement comme une insulte, hein. Donc voilà. Louis, toi, ce début de première période, qu'est-ce que tu en as pensé? L'entame de match, du moins. Ouais, bah c'est sûr qu'on a assez vite deviné le plan de jeu de United à faire bloc bas, ligne très regroupée et exploser après en contre. Après, honnêtement, je comprends tout à fait leur plan de jeu parce que c'est l'entraîneur de Nottingham, Nuno Espirito Santos, qui disait après le match de Nottingham, qui logiquement joue à 5. Pour le match de Arsenal, ils avaient joué à 4 parce qu'il avait dit bah, pourquoi ajouter un mec en défense alors qu'ils n'ont pas d'attaquant. Donc là, on a très bien vu que le plan de jeu, c'était de resserrer les lignes, de juste nous laisser le ballon, en sachant pertinemment que de toute façon, on n'allait rien faire dans les 30 ou 35 derniers mètres et d'attendre d'exploser en contre. Donc oui, effectivement, on a eu le contrôle du jeu. On a eu quelques rares petites opportunités incursions. Globalement, c'était lent, c'était stéréotypé. Il y avait pas de folie, il y avait pas de prise de risque. Et au final, on concède encore un but sur beaucoup de naïveté de notre part et en se tirant encore une fois une balle dans le pied en défendant très mal. Donc voilà, c'était le plan de jeu attendu, mais le plan de jeu pour le coup qui a bien fonctionné et qui était assumé par Man United. C'était à nous de trouver la clé contre ce bloc bas et on l'a pas fait sur les 30 premières minutes, quoi. Donc voilà, on va refaire le film. Donc beaucoup de possession enfin une grosse possession de la part d'Arsenal,
Manchester qui défend bien, qui a pas beaucoup d'occasions. Et là, sur un contre, enfin sur un ballon mal négocié, je sais plus exactement comment ça se passe. Non, c'est sur un ballon mal renvoyé de la défense. En Donc, fait, c'est un ballon long et Mazraoui il gagne son duel. Je sais pas comment il fait face à Calafiori. Et voilà, après, Trossard, il revient sur Bruno Fernandes et il Garnacho, accroche, il accroche et voilà. faute. Donc c'est Trossard qui fait la faute sur vraiment entrée de surface euh, sur Garnacho, je crois que c'est, ou Bruno Fernandes. C'est ça, c'est Ouais, ça. Non, c'est Bruno, c'est Garnacho, c'est c'est la Garnacho. faute. Donc Mm. là, à ce moment-là, moi, je me suis dit, waouh, Fernandez, il est quand même assez doué dans cet exercice. Je me suis dit, c'est quand même une faute dans un endroit très dangereux. En plus, eux, ils avaient juste besoin de ça pour... vraiment, c'était un peu l'occasion rêvée pour eux. Juste avant la mi-temps, c'est typiquement le genre de scénario qui fait mal. Si on prend but à ce moment-là, c'est fait mal. Et puis voilà, ça va pas louper. Le seul point négatif de Raya sur cette rencontre, voilà, messieurs, son positionnement. Qu'est-ce que vous en pensez sur le... Qu'est-ce que... Louis, qu'est-ce que tu penses du positionnement de Raya sur Ouais, le... ouais, ouais, je suis pas un expert en gardien, mais effectivement, il est un peu placé bizarrement. Peut-être qu'il attend côté ouvert. J'ai l'impression aussi qu'il a peur, un peu. C'était contre Everton, je crois, où il a mis côté Everton, ouvert, contre Everton, Fernandez. Fernandez marque du côté ouvert. Ouais, Donc, c'est peut-être pour ça. ouais, il a mis du côté ouvert, donc peut-être qu'il craint un peu le côté ouvert. Et puis, bon, puis finalement, bah, après, il est bien tiré. Que veux-tu dire? Il y a pas grand-chose à dire, quoi. Ouais, il y a pas grand-chose à dire. C'est juste que, en fait, déjà, on doit pas faire cette faute. Moi, quand j'ai vu la faute, j'ai fait, ah non, c'est pas possible de faire une faute à cet endroit-là, juste avant la mi-temps. Et ouais, bah, de toute façon, c'est ce qu'on craignait tous, hein. Je pense que ceux qui nous écoutent ont la même opinion, hein. Je pense qu'on n'avait pas, je pense qu'on devait pas faire cette faute déjà de base. Voilà. Ah ouais, c'est vrai que cette faute-là, elle fait, j'ai ressenti aussi beaucoup de nervosité quand même Mm. chez les joueurs. C'est pas la première fois qu'on le voit cette saison. Franchement, j'ai l'impression que West Ham, Nottingham Forest, et là, c'était vraiment pareil de la fluidité, de comment on devait jouer. Je sens on sent vraiment de la frustration et je sais pas en fait comment les joueurs se placent par rapport au fait que le titre est quand même, même si les joueurs et Arteta, il doit dire que non, mais c'est quand même là, c'est quand même évident que le titre s'est envolé cette saison Ah euh, oui, 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 ça et c'est que oui, ça c'est Ah sûr. arrive là, ouais, c'est clair, ouais, ouais. et Mm. que ça arrive quand même très très fort derrière avec la victoire de Nottingham Forest face à Manchester City hier Mm. après-midi. Donc je sais pas si ça aussi ça joue dans la tête des joueurs, mais il y a quand même un top 4 quand même à valider et rien n'est joué encore. Donc je pense qu'il faut, au lieu de maintenant de regarder devant, il va falloir apprendre à regarder derrière, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi Chelsea qui revient. Ils ont gagné aussi cet après-midi. Ouais, ouais, donc c'est vrai que on a peut-être perdu que 3 fois, mais on a quand même conseillé 10 matchs nuls cette saison. Je trouve que c'est quand même énorme. Et ouais, là sur cette première mi-temps, on voit les mêmes choses qu'on a fait contre West Ham et Nottingham Forest. Ça c'est sûr. Donc au retour des vestiaires, il y a eu le remplacement de Lenny Yoro par Evan, notre petit mercenaire qui est parti Ah, pour le ah, ah, Ford c'est alors vrai. que vu il ne souhaitait pas continuer, enfin faire confiance au process de Mikel Arteta. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'entame de la première période de la seconde période, pardon, qui moi je trouve était complètement chaotique. Encore, j'ai trouvé que la première période était assez maîtrisée dans les circuits de passe, dans la conservation du ballon. J'ai senti quand même que l'équipe, même si elle n'arrivait pas à trouver la faille dans la défense de Manchester United, on sentait qu'il y avait quand même une certaine maîtrise. Et là, l'entame de la seconde période, j'ai l'impression que limite on explose, que vraiment c'est tout ça l'abordage et il y a plus de calcul. Et on a failli se faire reprendre plusieurs fois. Et c'est là où justement Raya a commencé à multiplier les arrêts. Donc toi, Louis, qu'est-ce que tu en as pensé globalement jusqu'au but de Declan Rice? Qu'est-ce que tu en as pensé de l'entame de la seconde période? Ouais, il y avait j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de tension et de nervosité. On a aussi commencé à tomber dans le jeu
Mm. de United à notamment essayer de répondre aux défis physiques en oubliant les fondamentaux techniques un peu et tactiques. Donc on a commencé à tomber dans leur jeu. On a beaucoup concédé d'occasions stupides. Heureusement que Raya était là, mais bon, que ça soit début de seconde période, milieu de seconde période, fin de seconde période, c'était quand même très inquiétant. Tu l'as dit, on doit apprendre à regarder derrière nous. Sur le contenu des dernières semaines, clairement, on n'y est pas. Le début de seconde période, on n'y était pas non plus. On joue Chelsea la semaine prochaine et enfin perso, je suis quand même très inquiet pour le top 4. Il reste quand même 10 matchs. On a Martinelli qui est revenu, on a Saka qui devrait pas tarder logiquement après la trêve internationale, mais ça va pas régler notre problème d'attaquant de pointe parce qu'aucun des deux ne peut jouer attaquant de pointe. Donc on va voir comment Arteta va aussi s'adapter à ça. Mais ouais, très chaotique et pas du tout rassurant quoi. Donc heureusement que Raya était là, heureusement que Rice était là aussi pour sauver les meubles, mais bon, c'est inquiétant. Sur le début de la seconde mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, effectivement, on a refait les mêmes erreurs qu'en première mi-temps, déjà offensivement. Mm. C'est-à-dire, on repart sur du jeu de possession, etc. Et, et je sais pas ce qu'il a dit Arteta dans le vestiaire, en fait. Il n'y a pas eu, Alors, allez, on met plus de on vitesse. l'a senti très nerveux aujourd'hui Voilà. sur le bord du terrain, Arteta. Hmm. Ouais, voilà. Et j'ai l'impression que les joueurs n'avaient pas compris ce qu'ils voulaient, en fait. Mm. C'est parce que on faisait la même chose. Trossard sur le côté gauche, il ne crée rien. Nwaneri, il commence à perdre des ballons, alors qu'en première mi-temps, ça allait à peu près. Et après, bon, on se prend des contre-attaques. D'ailleurs, sur les premières minutes de la seconde mi-temps, la meilleure occasion, c'est pour United, hein. C'est Mazraoui, hein, qui fait une reprise, et Raya, je sais pas comment il a fait pour la sortir, comme disait Louis. Mais Mm. après, il a tenté des changements, voilà, avant le but, avant l'égalisation, mais même sur le début de la seconde mi-temps. Après, il y a une nouvelle occasion pour Zirkzee, Ouais. une espèce de Madjer là. Si on prenait ce but-là, je pense que là, je Oula. crois que j'éteignais la télé, je crois, je pense, parce que c'était vraiment, comme tu l'as dit, chaotique et inquiétant. Hmm. Donc on arrive donc comme on l'a dit, voilà, c'était très chaotique et jusqu'au moment où moi je me voyais, mais on va perdre vraiment 1-0 contre ce Manchester United là en faisant Ouais, cette. c'est surtout ça, Hmm. c'est ce Manchester, Ouais. ce 11 de Ah, United, il était, Voilà, c'est ça ça. c'est, c'est clair. En fait, c'est voilà, même Amaury, mais d'accord pour dire que c'est l'un des pires Manchester United de l'histoire. Non, mais c'est clair. En C'est ça, en championnat, fait, qui me rend fou. Hmm. en championnat, c'est vraiment c'est d'un chaotique complet. Ils sont vraiment à la dérive complet. Et nous, vraiment, j'ai l'impression que en fait, c'était nous c'était nous les 14e et ouais, c'est ça qui est Mhm. inquiétant, c'est que dans le contenu, franchement, alors oui, le contenu, le contenu est dur, hein. le titre, bon, on sait que c'est mort, mais c'est mort comptablement. Sportivement, on joue absolument pas comme une équipe qui doit jouer le titre. Mm. J'ai du mal à voir en termes de contenu le top 4. Je pense qu'aujourd'hui, tu prends Forest, tu prends Chelsea, tu prends Newcastle, etc. En termes de contenu, toutes les semaines, ça joue quand même au football largement mieux que nous. Je Oui. pense que dans le top 10, tu peux prendre facilement des équipes dans le contenu. Tu prends Fulham, Bournemouth, ces équipes-là. Dans le Hmm. contenu, je suis désolé, mais offensivement, bah, ça joue beaucoup mieux au football que nous. Et Et c'est même ouais, meilleur sur le papier aussi, hein. bah oui, bah là, alors, Trossard. Alors Merino, je vais pas le descendre parce que c'est pas lui rendre service que de le mettre en Ah pointe. non, ouais, ouais. Enfin, que veux-tu qu'il fasse? Pour moi, c'est une bonne idée. Tu le mets sur 10-15 minutes tout en souffrance, tu le mets en pointe. Je pense que c'est cool. Hmm. Mais sinon, après, tu le sais que ça peut pas être une option, mais t'as pas le choix que de le laisser en pointe, etc. Donc ouais, c'est dur. Hmm. Trossard, ça y est, le bateau a coulé et puis ça doit partir cet été, etc. Donc mais ouais, le contenu, Ouais. franchement, là, enfin perso, là, je suis quand même très inquiet. On peut franchement s'estimer très chanceux du résultat du match nul, parce que Oui. quand on voit les arrêts de Raya, quand on voit quand même, enfin Hmm. si c'est Arsenal qui met pas ça au fond, les quatre cinq occasions que United a, si c'est Arsenal qui les met pas au fond, bah perso, je broie ma télé en deux. Donc on doit s'estimer ouais très chanceux parce que
on sort par une très belle porte. Et il y a Chelsea qui arrive la semaine prochaine. Donc, on va jouer quand même des finales pour le top 4. En termes de contenu et en termes sportifs, on n'est absolument pas bien placé. Heureusement qu'on avait un matelas de points, parce que je pense que sinon le top 4 aurait pu nous échapper depuis un moment déjà. C'est bien Bah, vrai. pardon, je parle beaucoup, mais là, je suis en train de déverser toute ma rancune. Non, non, mais il faut le dire, il faut le dire Bah, parce que, il là, faut le t'es dire, c'est vrai, obligé, parce hein. que Liverpool s'est complètement envolé au classement. Derrière Nottingham, comme vous l'avez dit, c'est dans le contenu offensivement, même si le match quand même était quand même un peu chiant quand même Il parce était que moyen, hein. C'était c'était vraiment, moyen ce match, c'était hein. vraiment Ouais, moyen c'était. entre un troisième et Ouais. un quatrième de première ligue, c'était vraiment pas un grand match. Ouais. Mais Hmm. dans le contenu offensivement, voilà, j'ai l'impression qu'on se répète un peu dans les podcasts là dernièrement, mais Hmm. offensivement, c'est vraiment pas bon quoi. Et aussi, il faut le dire parce que les défenses en face de nous à chaque fois, c'est bloc bas. Et voilà, mais les équipes savent exactement comment on va jouer. Et c'est là où, pour moi, on n'est pas bon. C'est qu'en fait, on est tellement prévisible dans ce qu'on essaye de faire. Et j'ai l'impression qu'en fait, l'histoire de la polyvalence, ça ne marche plus du tout. Ah Euh, bah ça, je suis bien d'accord. Merino, Hmm. en fait, Merino, il a été bon contre son entrée contre Leicester, oui, contre Leicester, quand il fait le doublé, et le match contre le PSV. Mais c'est voilà, c'est pas des matchs où il a de l'espace, où c'est pas du tout les mêmes scénarios, quoi. Et encore contre Leicester, il y avait 0-0 à la 80e minute. Il suffisait qu'il rentre pour qu'il y ait un Voilà, peu de folie, quoi. même pas un match Sinon, hier en poste de numéro ouais, 9 sur 90 minutes, quoi. c'est ça, c'est ça, Parce que, exactement. honnêtement, le dernier match où on a joué au football, on a été plutôt bon. Enfin, même au-delà de ça, c'est le dernier match où on a pris du plaisir, on va dire. Au-delà du match du Yes. PSV où c'était un peu, Hmm. ouais, on va dire, c'est irrationnel, ça arrivera une fois dans toute la décennie des matchs comme ça. Mais le dernier match où moi, personnellement, j'ai pris du plaisir et où on a joué au football, c'était contre City. Mais j'ai Ouais, l'impression que ouais. c'était il y a 10 ans, Hmm. quoi. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, le match de Ah, ça, City. Et en fait, ouais. juste pour revenir du coup ce que tout à l'heure tu disais Corentin, ce que moi j'attends du match contre le PSV, du coup ça me fait penser à un truc, c'est que là faut essaye autre chose quoi. Tu vois Merino en pointe, on sait que ça marche pas. Essaye n'importe quoi, mais essaye autre chose. Nwaneri en pointe, Martinelli en pointe, autre chose, peu importe. Même Sterling en pointe, je vais te dire sur un match comme ça, je vais pas lui en vouloir. Mais faut qu'on trouve autre chose, faut qu'on cherche autre chose. Il faut qu'on trouve d'autres solutions parce que clairement. Le Merino en pointe avec Trossard à gauche et puis alors soit Nwaneri soit Martinelli, enfin peu importe. Mais on sait que s'il reste 10 matchs, on n'ira pas au bout des 10 matchs comme ça, c'est pas possible. Donc il Hmm. faut que contre le PSV, le match retour, même des trucs irrationnels, Zinchenko en neuf si tu veux, enfin peu importe, Tierney les gauches, on s'en fout. Mais il faut que là, faut qu'Arteta il tente des choses. C'est le moment où jamais il faut tester quelque chose. Ouais, il n'y a pas mieux comme contexte en plus pour tenter des choses en attaque, en tout cas. Ah Parce que ouais, mais si même Ouais, changer de schéma, tu ouais. vois. Tu changes de ouais. schéma, tu changes d'attaque, tu Hmm. changes, je sais pas, mais il faut tenter des choses contre le PSV parce que il faut Hmm. qu'on trouve autre chose. Ça marche pas, en fait, ce qu'on fait depuis des semaines, ça fonctionne pas du tout et ça pourra pas fonctionner. Faut attendre le retour de Saka, mais ça sera après la trêve internationale et c'est encore loin, quoi. Bah, si Hmm. on voit pas de nouveaux tests mercredi, c'est sûr que ce sera pas contre Chelsea qui seront faits, encore moins contre Ouais. Fulham. Donc Non, non, c'est sûr. voilà, on va voir mercredi comment ça se passe. Donc voilà, c'est la seconde période chaotique jusqu'au but du grand Declan Rice. Voilà, que serions-nous cette saison enfin, en 2025 du moins, sans Declan Rice quand même qui porte l'équipe sur son dos. Il faut le dire quand même sur beaucoup de matchs quand même. Il est vraiment là à la récupération, le tacle qu'il fait quand même Sur Lyon, ouais. Ah sur oui, quand même sur le retour est je quand crois même que cette fantastique. action-là, Et magnifique. voilà, donc c'est sur un débordement de Timber sur le côté droit. Timber fait genre qu'il va centrer, qu'il va s'engouffrer sur son pied droit. Il revient sur son pied gauche pour centrer sur Declan Rice qui en une touche voilà la met au fond. À ce moment-là, messieurs, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on allait emballer et que ça allait faire un 2-1 pour nous et une victoire ou est-ce que vous y croyez à la victoire après le but de Declan Rice? Ouais, Nicolas. moi, c'est sûr. Ouais, moi, j'y croyais à ce moment-là. Parce que là, on a commencé à trouver des solutions et on a enfin réussi à marquer. Après, il faut dire qu'après les deux occasions franches de Man United, on s'était pas vraiment créé de grosses occasions franches. Mais là,
avec ce but-là, je me suis dit, allez, ça y est, ils vont peut-être commencer à sortir de nouveau. Le problème, c'est que ils sont sortis de nouveau Manchester United et ils nous ont encore menacés. Ça m'a de nouveau fait plonger dans ma tristesse quotidienne. Donc c'était un peu dommage de ne pas capitaliser sur ce but-là et de remettre un peu de rythme et de réaccélérer pour les enfoncer et les mettre la tête sous l'eau. C'est vrai que moi aussi, je suis d'accord. Au final, j'ai l'impression que ça a créé encore plus de folie chez United que chez nous, où en fait, les attaques continuent à déferler dans notre défense, même si normalement on aurait dû changer le momentum. Toi, Louis, qu'est-ce que tu en as pensé du coup du, du but de Rice et de comment est-ce que tu voyais vraiment l'équipe s'imposer après? Ouais, c'est sûr qu'il y a eu quand même un micro soulagement de revenir au score vu le contexte du match. Tu as noté l'excellent match de Rice qui en plus est décisif. Timber également qui est décisif, buteur contre le PSV, la pasteur décisive ce soir. Il lui manquait que justement cette efficacité offensive pour vraiment mettre un peu entre guillemets tout le monde d'accord. Et là, il commence enfin à se montrer offensivement. Donc c'est plutôt cool. En plus, il sort encore un gros match. Mais ouais, bah, micro soulagement parce que ça y est, tu reviens au score. Mais au final, ça n'a pas du tout créé un momentum positif pour nous. Et derrière, on se prend encore des salves d'attaque, mais en plus des salves d'attaque. Alors soit c'est United qui sort très bien le ballon et nous on a contre-temps sur le pressing. Du coup, on se fait la première ligne se fait briser. Soit on perd des ballons inexplicables et puis derrière ça donne des occasions pour United. Le retour de Rice, bah, c'est un ballon que Merino je perds, je crois. D'ailleurs, je crois que les 20 minutes de Merino là au Oui, milieu de terrain, ça a c'est été ça. les 20 Bah, minutes de c'est ça. Merino au milieu de terrain, ça a été une catastrophe absolue. Mais bon, enfin, le pauvre, quoi. Enfin, tu le mets faux neuf, c'est un peu la galère. Tu le fais redescendre d'un cran. L'intensité du match et tout, c'est pas lui rendre service. Donc ouais, enfin, tu vois, c'est pour ça que je disais qu'on peut s'estimer chanceux, c'est que bah, notre but n'a pas du tout inversé le momentum du match. Au final, United a même pris un peu plus bah, a repris de plus belle ses salves vers l'avant. Donc bon, voilà, c'est pas comme je disais tout à l'heure, je vais pas me répéter, pardon, mais c'était pas rassurant. Donc je pense que c'est le moment de parler de l'instant passion de Louis, le grand David Raya, quand même, la grande seconde période de David Raya qui a multiplié les arrêts et qui, on va dire, c'est grâce à lui si aujourd'hui on part avec le point du match nul. Franchement, l'arrêt qu'il fait à la fin, enfin, le double arrêt là, c'est quand même exceptionnel. Ouais, c'est sur lui, sur Bruno Fernandez, Ouais. il est inexplicable cet âge. Parce qu'en plus, la qualité de Bruno, tu vois, c'est pas genre Oyun ou c'est pas genre Zirkzee qui doit mettre le ballon au fond, tu vois. C'est quand même le mec, le leader offensif qui est quand même, alors je sais pas, il est gaucher, je crois, Bruno. Ouais, si je dis Non, pas il de est bêtises. droitier, c'est le meilleur buteur du club, effectivement, en première ligue. Il a mis Ok. 7 buts. Hmm. Il est droitier, alors je crois qu'il apprend du gauche ou je sais pas quoi, alors je sais pas pourquoi il apprend pas du droit, mais bref. Mais ouais, comment il va la chercher? Ensuite, il faut qu'il se relève et qu'il refasse ensuite le double arrêt. Enfin, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est clairement l'arrêt de la saison, je pense. Ah, tu penses que l'arrêt de la saison? Ouais, Je ouais, les ai, ouais, carrément. je les ai pas tous en tête, mais je pense qu'il en a fait pas mal quand même cette saison. Mais Bon. là, c'est même dans le contexte, tu vois, ces dernières minutes, t'as pas gagné en Première Ligue depuis 4 matchs, t'es une équipe qui ronronne, tu pouvais pas te permettre de perdre ce soir. Donc là, le double arrêt, il est franchement fantastique et dans le contexte, il est hyper important. Nitinha, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la seconde période de Raya sur tous les arrêts qu'il a fait? Ouais, exceptionnel. Exceptionnel. La première mi-temps, bon, il encaisse ce coup franc. Je pense que personnellement, peut-être qu'il a pris aussi pour lui. Mais en seconde mi-temps, waouh, les arrêts qu'il fait, et cet arrêt, effectivement, à la dernière minute. Euh, Parce que le premier arrêt, t'as le ballon, il fait un effet rétro et ça va se diriger vers les filets. Et je Mm. sais pas pourquoi, il fait une détente impressionnante pour la repousser. Et ensuite, on arrive à dégager ce ballon. C'était, c'était vraiment fou. Limite, ouais, moi, j'ai fêté, j'ai crié devant la télé. C'était comme si on avait marqué, mais en fait, c'est juste un arrêt. Bah, ça prouve encore une fois que c'est inquiétant, mais voilà, on se contente des petits exploits, quoi.
c'est dommage que ce soit le gardien qui fasse ça. J'aurais aimé que ce soit un joueur qui marque à la manière d'un Nelson contre Bournemouth, mais bon, c'est dommage. Voilà, là, heureusement, il nous sauve un point, mais après dans le contenu, ça reste insuffisant. Mais au moins le match de David Raya nous a, je pense, comme tout fan de Gunners, rassuré. Voilà, donc c'était un événement dans ce podcast, dans le coup de canon. Bon, nous parlons, disons, du bien de David Raya. On en profite tant que Raoul n'est pas là. Mais David Raya, Il a, voilà. il a, Enfin, il a, énorme. ju- Hein. il a juste loupé une relance à la main à un moment sur Timber et après on a encaissé une occasion juste après. Je pense que là Raoul il a dû faire ah t'as vu je vous l'avais dit c'est un mauvais gardien. Par contre, Non, la qualité avec par rapport à André Onana, Oui, surtout sur la première mi-temps sur les relances, ouah, ah c'était oui. incroyable parce que les relances de David Raya en première mi-temps, il a fait quand même quelques-unes qui étaient quand même plutôt pas mal. Et quand tu Hmm. compares avec André Onana qui envoyait des chandelles là, dans les tribunes, tu disais ah ouais quand même la T'as, différence elle est t'as, là quoi. t'as même les supporters d'Arsenal qui chambraient Onana ah, sur les dégagements au pied. C'était assez rigolo. donc, ouais, donc par rapport à Raya, on se chambre, pour ceux qui nous découvrent encore sur le podcast Coup de canon d'Arsenal French Club, c'est vrai qu'on on se chambre beaucoup avec Raoul parce que lui, Raoul, c'est toujours, je pense, un immense fan d'Aaron Ramsdale et je pense il a aussi mal vécu aussi l'écart d'Aaron Ramsdale et par rapport à David Raya. Et c'est vrai que dès que Raya fait des petites boulettes ou, ou des sorties un peu, Ouais, il hésite pas, il le et loupe pas. voilà. Et c'est pas le seul d'ailleurs. Ils sont plusieurs dans la fanbase à être comme ça aussi. Donc des fois ça m'énerve un peu, mais je me dis bon allez c'est le jeu. Et puis de toute façon Bon, je c'est sais bon, que maintenant, ça fait un an et demi qu'il est voilà, là. je sais C'est qu'au bon, la mise à l'écart, c'est vrai qu'elle est pas mal passée, elle est mal passée pour beaucoup d'entre nous. Mais maintenant, c'est bon. Ça y est. je sais qu'au fond de lui il aime beaucoup Zakaria. Et voilà. Ouais, je pense. C'est juste il a du mal à se Ouais. l'admettre en fait à lui-même. Il est là l'enjeu. Ouais. Raoul, si tu nous écoutes, admets-le, fais un travail sur toi-même, une introspection. Tu dis bon ok, je l'avoue, ça y est, David Raya est meilleur que Ramsel. Tu vas voir Raoul après la vie elle est merveilleuse. Et je pense qu'une fois qu'il aura passé ce step-là, je pense il y aura un nouveau Raoul, il y aura Ouais, c'est ça, ça sera un nouvel homme. Ah. un nouveau Peut-être podcast. attendons d'avoir un trophée en fin de saison, genre la Ligue des Champions. Comme ça, voilà, ça y est. On n'en parle plus. Donc voilà, on va dire que c'était le point les points positifs de la soirée, c'était vraiment le match de Declan Rice et le match de David Raya aussi. Mais si on doit un peu revenir un peu dans le négatif, c'est vrai que Nitinha, je vais revenir vers toi par rapport à ton instant passion et ce qui t'a un peu énervé aujourd'hui, c'est vraiment le manque de création offensive et de solutions offensives, quoi. Bah, en tout cas, face à cette équipe qui fait bloc bas, euh, je t'avoue que tu sais, avant le match, j'avais dit, et c'est sûr, on va les battre. Ils sont tellement dans une forme médiocre. Ils arrivent pas à trouver Ouais, une. certains aussi, ils étaient dans une tranquillité incroyable avant le match, mais bon. Ouais, mais c'est ça. Voilà. Et là, je vois que, tu vois, il y avait la démonstration contre le PSV. Et là, j'ai fait, bon, ça y est, on va encore en mettre 7 là, tu vois, ce week-end maintenant, tu vois, non, pour rigoler un peu, tu vois. Euh, Mais j'ai oublié que Old Trafford, ça ne réussit pas du tout. Tu vois, c'est très rare qu'on s'impose à Old Trafford quand on est un fan d'Arsenal. Et là, sur ce match-là, moi, ils étaient prenables. Tu vois, ils étaient prenables. Il y Largement. avait tout pour faire un grand match, tu vois, offensivement. Et là, mais il y a rien. Il y a, il y a que dalle, en fait, offensivement. Il y a juste le but de Rice, finalement, comme Oui. seule vraie action offensive. Mm. Parce qu'après, c'est des frappes de Trossard bazardées, On va en parler. On va en parler. voilà, c'est Nwaneri qui n'a pas de vitesse, c'est Odegaard qui fait beaucoup trop de touches de balle et qui essaie de trouver des solutions. Enfin, c'est on l'a dit avant, c'est stéréotypé et pendant tout le match, à part le but de Rice, t'avais l'impression que les mecs s'entêtaient sur un schéma et qu'il n'y a pas forcément de plan B. Et c'est ça en fait le manque de variété offensive. Une nouvelle fois que je reproche à Arteta. On est en mars. On est en mars et ok, c'est des nouveaux, c'est tous nos attaquants sont blessés, mais
pendant que les attaquants sont blessés, qu'est-ce que tu as travaillé à l'entraînement offensivement? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Bah, j'ai l'impression pas grand-chose. Donc, en tout cas, de ce que je vois, en tout cas, c'est sur les matchs, pas grand-chose. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi et c'est ce qui me choque par rapport au contraste de mardi soir, c'est comment les joueurs peuvent être autant en confiance devant le but mardi soir où je pense à Trossard. Je pense à Mm. Trossard. Il fait quand même un match vraiment très très bon mardi soir. Et là aujourd'hui, encore une fois, Trossard cette saison, je l'avais mis quand on avait fait le podcast bilan mi-saison, j'avais Mm. mis Trossard dans mes flops parce que cette saison, c'est beaucoup trop irrégulier. Et on a vraiment, c'est quand même beaucoup de moins pour très peu de plus. Donc Trossard, cette saison, c'est vraiment, vraiment problématique dans les choix. Je pense que la seconde période qu'il fait là encore aujourd'hui, Ouais, c'est c'est ouais, très, c'est... très compliqué. En plus, au final, c'est lui qui fait la faute sur le but de Manchester United. Donc en fait, c'est vraiment le coupable numéro un sur tout le match, notamment dans la finition. Et moi, c'est ce qui m'inquiète en fait un peu pour la fin de la saison. J'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que, en fait, il faut vraiment qu'on regarde derrière et qu'on se pose les bonnes questions sur comment on va faire en fait pour innover cette attaque et faire en sorte que tous les matchs ne se rassemblent pas jusqu'à la fin de la saison. Parce que là, ça fait 3 matchs consécutifs en Première Ligue où on n'arrive pas à trouver la solution. Et ça fait seulement 2 buts du coup en 3 matchs. On a un vrai problème de création et de finition. C'est pas juste la finition où pendant longtemps sur Non, mais c'est ça. sur les Mm. matchs nuls qu'on faisait ou sur Mm. les matchs nuls qu'on faisait, c'était vraiment on dominait et il y avait vraiment un manque de chance et enfin, de finition où on avait des XG qui surpassaient largement Ouais. les autres et Bah, à chaque fois bah, on pour aurait... revenir sur les, Ouais, bah, vas-y. pour revenir sur les G, Quentin, excuse-moi de te couper encore, mais même les XG dans le match, ben, Manchester United a plus de XG que nous. Mm. Nous, on a moins de 1, ils ont plus de 1, ils ont 1,1, nous, on a 0,75, il me semble, quelque chose comme ça à la fin du match. Mm. Donc, ouais, tu le soulignes très bien, sur la manque de variété offensive. C'est plus ça que je reproche Ouais. aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça le tournant un peu depuis les dernières semaines, c'est comment en fait on est passé d'une équipe qui se crée énormément d'occasions à vraiment on a vraiment beaucoup de mal. Moi, je pense que c'est la blessure d'Havertz aussi qui et le départ à Dubaï qui au final nous a fait l'effet inverse de ce qu'on voulait. Au final, on se retrouve avec un Havertz en moins et plus de possibilités de fixation et de création dans la surface. Donc ça aussi, je pense que ce sera vraiment un point hyper intéressant quand on fera un bilan de fin de saison à aborder. La blessure d'Havertz, je pense que c'est plus un tournant encore que la blessure de Saka, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant la fin de saison. Toi, Louis, qu'est-ce que t'as à dire toi par rapport à ce néant offensif qu'on a vu encore aujourd'hui? Bah, c'est la suite logique des semaines, des dernières semaines qu'on avait en première ligue. C'est vrai que c'est pas un problème de finition, parce que tu te crées très très peu d'occasions. La saison dernière, on a été excellent dans les deux surfaces, que ce soit défensif ou offensif. Cette saison, on est moyen dans notre propre surface parce qu'on concède quand même pas mal de buts. Alors, on a encore la meilleure défense de première ligue, mais on a quand même beaucoup moins de clean sheet que la saison dernière. Et là, dans la surface de réparation adverse, bah oui, c'est moyen, mais parce que ta ligne offensive, elle est moyenne, tout simplement. Tu prends Trossard, je pense que le plafond de verre est atteint et là où avant il arrivait à s'en sortir en ayant le bon dernier geste, même s'il était moyen durant les matchs, ben maintenant même le dernier geste, tu vois, j'ai encore en tête là contre United tout à l'heure le centre hors trait qui lui arrive sur son pied gauche et qui nous fait, je sais pas quoi, un tir totalement dévissé à côté du but. Il y a aussi un moment une frappe qu'il doit faire sur son pied droit, il envoie je sais pas quoi une frappe de U11, tu vois, donc oui, offensivement, bah, c'est très très faible, c'est très très Ouais. inquiétant. C'est clairement pas au niveau du top 10, voire même top 15 de Première Ligue, c'est pas du tout au niveau. Donc heureusement qu'on a encore un milieu de terrain qui est béton et qui nous permet quand même de faire un minimum de jeu, le minimum syndical pour avoir le contrôle du jeu. Mais ouais, sinon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est beaucoup trop faible et c'est mauvais en fait, tout simplement, c'est pas bon du tout. Ouais, et après, tu vas faire le jeu
produire du jeu, tu vois, parce que c'est bien en tout cas de faire des passes et tout, d'avoir la possession du ballon. Je pense qu'on est d'accord. Mais le fait qu'on crée pas des occasions à l'appel, à la minute, mais surtout sur un match contre Manchester United réputé être plus faible, on va dire sur le papier par rapport aux années précédentes. Ça pose question sur la qualité de l'effectif qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on peut encore en débattre sur notre inactivité au mercato hivernal. Je pense qu'on va en parler en fin de saison. Mais ça, on paye peut-être le fait que bah c'est le mois de janvier par exemple a été et la conséquence finalement d'un mois de mars là qui commence à être très mauvais en tout cas en première ligue pour nous. Je pense Ouais, que après, tu vois, on savait on sait qu'on doit faire le dos rond. De toute façon, en ce moment, on n'a pas trop le Hmm. choix. Tu t'es obligé de faire le dos rond parce que t'as aucune autre solution. Mais ouais, c'est inquiétant. Enfin, je vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais Hmm. tu fais le dos rond, mais effectivement, ça, c'est inquiétant. Le mercato d'hiver, pour moi, c'était comme une énorme faute et sportive et aussi une faute, on va dire, d'orgueil de penser que, bah non, regardez, nous, on fonctionne autrement, on fonctionne pas comme les gros clubs, on va pas dépenser des millions sur le mercato, on va faire avec ce qu'on a et vous allez voir, on va jouer au football et tout. Bah ouais, bah écoute, on fera le bilan en fin de saison, mais si on est dans le top 4 et qu'on va en Ligue des Champions, on va dire qu'on aura sauvé les meubles, mais on peut quand même frôler la catastrophe dans les deux Hmm. prochains mois. Hmm. donc Arteta, il a dit là en conférence de presse après, enfin en interview après le match, il a dit que j'ai pas envie de dire que la course pour le titre est finie. Aujourd'hui, c'est vraiment de la frustration de ne pas avoir gagné notre match. On est obligé de gagner tous les matchs si on veut gagner le titre. Et je pense pas que ce soit le bon moment de parler de ça. Donc voilà, Enfin, je toujours. pense je pense que même Ouais, lui, il ouais, commence à. ouais. Enfin, je pense que mentalement, ça doit être dur pour les joueurs, pour le coach et tout, parce que je pense que le pire des sentiments, c'est d'être sans solution, quoi, tu vois. C'est qu'est-ce que tu peux faire en fait? Et C'est pas bon et t'as rien, t'as pas de solution, tu peux rien faire. C'est ça le problème en fait. ouais, et il Ouais, dit que, donc, l'efficacité dans les 20 dernières hmm. minutes n'était pas bon aujourd'hui. Donc, en fait, c'est un peu les mêmes déclarations qui se répètent en boucle et en boucle. Parce que je pense que lui aussi est impuissant. Et comme tu disais, Nitinha, je pense que le mercato de janvier, on va bien en parler en fin de saison. Ça, c'est pas un souci. Hmm. On va bien, voilà. Bon, on le paye là aujourd'hui et on le paiera probablement en fin de saison déjà on l'a payé en février et on le paiera durant toute la deuxième partie de saison. Hmm. Et bon courage à Bertha hein, pour le prochain mercato, du coup notre nouveau directeur Ouais. sportif. Parce que Hmm. alors tout le monde dit il nous faut un numéro 9, mais il nous faut aussi un ailier parce que à mon avis Trossard bah, ça va être fini aussi pour cet été. Donc il y a quand même beaucoup de travail à faire sur la ligne offensive. Et moi c'est ma crainte depuis maintenant quelques mois et quelques semaines, j'en avais déjà parlé en podcast, c'est que bah, on n'est pas la marge de manœuvre et financière et on va dire surtout financière pour régler tous les problèmes qu'on a Hmm. actuellement dans la ligne offensive, quoi. Ça va être, par bon courage à lui, ça va être un sacré baptême du feu, là. T'as bien raison, oui, comme ça on va faire la transition sur la dernière partie qu'on voulait aborder ce soir par rapport à la future et à la probable, enfin la très probable nomination d'Andrea Berta au poste de directeur sportif. Juste pour terminer sur le match de Manchester United, voilà, je pense on a tout dit. Juste on est à 15 points actuellement de Liverpool avec un match de retard sur eux. Donc ça commence à faire pas mal pas mal de Ça commence points. à faire beaucoup là. Hmm. Et donc, je Ouais. pense que, voilà, comme on l'a dit, c'est mieux de regarder derrière, Nottingham qui est actuellement à 4 points. Voilà. Je pense que l'objectif, ça va être, dans les prochains matchs, ça va être vraiment de regarder derrière et d'assurer vraiment l'essentiel si on veut pas vraiment avoir de très très mauvaises surprises en fin de saison parce que rien n'est joué. Voilà. Donc par rapport à Andrea Berta, il y a eu plusieurs bruits de couloir sur sa nomination ces dernières semaines. Il y a Romano la semaine dernière qui a déjà dit que c'était en très bonne voie. Ornstein l'a confirmé hier soir. Donc il y a eu plusieurs prétendants. C'est lui qui a décidé de venir à Arsenal. Donc on le rappelle, Andrea Berta, il a fait 10 ans à l'Atlético Madrid.
Donc il était à la recherche d'un nouveau challenge. Donc il a quitté l'Atlético. Il n'est plus à l'Atlético depuis le mois de janvier. Donc il a passé 10 ans là-bas. Si on doit noter quelques transferts notables de l'Atlético pendant qu'il était là-bas, donc c'est par exemple Joao Félix, Julián Alvarez, Thomas Lemar, Diego Costa, Gallagher, Morata, Mateus Cunha, Sorloth, Griezmann, Rodri. Voilà. Donc c'est quand même de très belles recrues Il y a du bon et du moins bon quand même il y a hein, du dans bon, il y a du dans moins les bon. Il y a du transferts, moins mais bon. ça. Attention, parce que le Joao Félix, c'est pour ça que je t'ai dit en premier, parce que c'est vraiment typiquement le deal d'agent qu'on veut éviter. Donc c'est pour ça aussi que je le cite. Mhm. Et il y a du très bon, il y a du moins bon aussi. Et voilà, aussi des très belles ventes comme Griezmann, Hernandez et Rodri. Donc on sent quand même que c'est aussi une stratégie. Il n'y a pas que lui, mais à l'Atlético, c'est lui qui a mis en place ça avec le club, avec Simone, qui a une stratégie qui a quand même donné des résultats assez probants hein, pour l'Atlético. Quand même une Ligue Europa, deux finales de Ligue des Champions, un titre de Liga. Donc c'est quand même un CV qui est très costaud pour Andrea Berta. Vous, comment vous voyez son arrivée par rapport aussi, comme on l'a dit, avec les deux mercatos qu'on a subis et qui étaient vraiment le point de frustration culminant de la saison. Toi, Louis, comment tu vois son arrivée? Est-ce que tu le connaissais avant? Est-ce que c'était ta target préférée des directeurs sportifs sur le marché? Qu'est-ce que tu en penses? Non, non, pour être honnête, je le connaissais pas. Euh, tout ce que, enfin, comme tout le monde, tout ce qu'on a vu, c'est quand même l'Atlético est quand même une équipe qui joue quand même régulièrement le très haut de tableau en Liga depuis maintenant quand même facilement une dizaine d'années, qui a aussi remporté le titre de Liga, qui a fait des sacrés bons parcours en Ligue des Champions. Bertha, forcément, en étant directeur sportif, il n'est pas innocent à tout ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est déjà, Bertha va arriver dans un environnement où ça peut vite matcher avec Arteta aussi, parce qu'Arteta, Bertha, en passant 10 ans à Atlético et en passant 10 ans avec Diego Simeone, je pense qu'en termes de caractère et un peu de zinzito du football, entre guillemets, je pense qu'entre Arteta et puis Simeone, c'est possible que ça se ressemble beaucoup au niveau caractère et travail. Donc ça, c'est plutôt cool. À l'Atlético, il a aussi travaillé dans pour moi, je pense, un environnement où il n'y a pas budget limité. C'est-à-dire, c'est pas un directeur sportif qui arrive d'un club comme Manchester City ou comme le PSG ou comme une autre équipe où il y a un peu budget limité, où il n'y a pas trop de stratégie financière derrière. L'Atlético, en termes, enfin voilà, par rapport à FC Barcelone ou même par rapport au Real Madrid, financièrement, c'est quand même un cran en dessous, même s'ils sont capables de sortir l'argent quand il faut. Donc ça ressemble aussi pas mal à Arsenal. Donc, ouais, 10 ans en Liga, je pense qu'il y a pas mal de réseaux. Il connaît bien le championnat. Arteta connaît bien aussi le championnat de Liga. Donc, je pense que ça va aussi beaucoup faire parler, mais ça va pas mal puiser en Liga cet été. On sait que c'est un reproche qui a été fait à Arteta, notamment sur le dossier Merino, d'aller peut-être un peu trop piocher sur les Espagnols. Je pense qu'il va falloir s'y habituer. Mais après, pour moi, je pense que c'est positif. Je ne vois pas de mauvaises idées sur le dossier Bertha, surtout par rapport aux concurrents qu'il avait. Alors, il y avait peut-être celui de la Sociedad, qui était peut-être aussi intéressant pour la stratégie sportive. Après, on parlait de Campos du PSG. Bon, Campos, je suis pas trop fan parce que c'est Hmm. aussi un directeur sportif 100% réseau d'agents, donc on aurait mangé du Jorge Mendes à tous les mercatos. Je pense que ça aurait été un peu naze. Et après, bon, il y avait l'option de garder Eito, mais bon, je pense que Eito, je sais pas d'ailleurs ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va retourner aux archives? Est-ce qu'il va retourner, je sais pas trop. Je sais pas cet homme va faire. Bon courage à lui. Peut-être une reconversion professionnelle, on sait pas. Je On sais même verra. pas ce que ce mec fout déjà dans l'organigramme, déjà de base. Bah, je Non, non, pense je rigole. il était très bon, je pense, pour ce qu'il faisait avant de prendre la Hmm. place d'Edu. Mais je pense que pour le moment, Ah, c'est trop grand peut-être pour lui, c'est tout. la marche est trop haute, Hmm. surtout Hmm. sur un mercato, comme je le disais, le directeur sportif va être attendu au tournant et Hmm. le baptême du feu va quand même être immense. Et je pense que Eito est un bon bonhomme du club et un bon bonhomme dans la hiérarchie, mais de là à prendre la responsabilité et les rênes du directeur sportif, j'ai un peu de doute. Pour compléter, Corentin, ce que disait Ouais. Louis, l'Atlético a une interdiction financière à un moment, je crois que c'était en 2018-2019,
Quand par exemple nous on a pu faire le deal pour la Lacazette, alors que la Lacazette voulait aller Oui, à ouais, l'Atlético comme en ça, ouais. remplacement de Antoine Griezmann. Donc ça, en fait, l'Atlético c'est un environnement très serein où les transferts sont souvent des prises plutôt malignes et qui sont faits pour l'ADN du club. Il y a certains joueurs effectivement où ça n'a pas marché, mais parce que je pense qu'ils n'ont pas adhéré aux idées de Simeone. Mais sinon, la plupart, ce sont des réussites. Moi, après, pour anticiper ta question, j'avais pas trop d'avis sur Andrea Berta. Après, je connaissais pas non plus. Mais je pense que c'est une bonne solution par rapport aux autres directeurs sportifs. Parce que là, Louis, il suitait Luis Campos. Alors là, non merci. Moi, je veux pas d'un mec qui prend toute la place. J'ai envie d'avoir un, un bureau qui travaille de manière sereine et qui travaille vraiment dans l'ombre et laisser la lumière plutôt aux entraîneurs et aux joueurs, voilà, et qu'on fait parler d'Arsenal plus pour les montants des transferts et les joueurs plutôt que par le directeur sportif. Ouais, ouais, mais moi je suis comme vous, un mec comme Campos, non merci. Enfin, j'espère que voilà, c'est moi de ce que j'attends de lui, c'est vraiment une politique sportive claire et précise, comme celle qu'on avait avec Edu en fait, qui est vraiment une prise de décision sur les profils, sur ce qu'on veut aller chercher, et qu'on soit plus dans le flou en fait, parce que là, ça commence à faire ça fait bientôt un an de flou sur les transferts et franchement, ça commence à nous peser tous, je pense. On sait pas trop. On est comme si on était à la fin des années Wenger, quoi. Ouais, ouais. Il y a que du flou dans les transferts. Là, donc moi, ce que j'attends de lui, c'est vraiment. Je suis curieux de voir comment tout ça va se goupiller avec Mikel Arteta. Est-ce que ils auront la même relation qu'ils avaient avec Edu? Parce que je suis encore retombé sur une interview d'Edu là aujourd'hui où c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de charisme quand même dans les interviews quand il prenait la parole. Il sentait il savait faire passer ses idées et c'est vraiment quelqu'un comme ça que j'attends. Et voilà, on va voir, hein. On va voir comment ça se déroule, mais en tout cas, ça peut pas être pire, je pense, que dans la situation dans laquelle on est. Donc, je pense que c'est vraiment la bonne nouvelle et ça va nous permettre de vraiment structurer toutes nos idées et le prochain mercato qui, on rappelle, va s'annoncer décisif et vraiment Ah, il faut du 109, un grand hein, chantier de défense. C'est vrai qu'avec Louis, on en parle souvent dans le Discord. C'est un chantier massif qui nous attend cet été. Ouais, bah clairement, le mercato d'été, ça va conditionner, je pense, nos 3-4 prochaines saisons. Là. Clairement, si on loupe le prochain mercato, si tu n'arrives pas à remplacer Jorginho, si tu n'arrives pas à remplacer Partey, si tu n'arrives pas à remplacer Gabriel Jesus qui est out jusque 2035, si tu trouves pas de remplaçant à Trossard, etc., le projet et le process d'Arteta, il peut en prendre un sacré coup sur les prochaines saisons. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je regardais vite fait, c'est que Bertha aussi fait des coups très intéressants, entre guillemets, pour la profondeur d'effectif, il va pas forcément chercher des joueurs pour son 11 de départ, mais il va aussi chercher des joueurs qui peuvent rendre service à un moment qui peuvent rentrer dans la rotation. Il est parti chercher Azpilicueta qui avait 33-34 ans, qui peut toujours rendre des services. Il est parti chercher aussi Witsel qui, pareil, était en fin de carrière, mais qui peut rendre Mm. des services. Alors peut-être que l'arrivée de Bertha va aussi signer la fin de ce mythe de la polyvalence qu'on vante, qui est vanté depuis maintenant 2 ou 3 saisons, et qu'on se rend compte qu'au final, la polyvalence, c'est quand même une épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête depuis très longtemps. Donc, si son arrivée peut signifier comme ça des coups, des joueurs qui arrivent libres, même à 33-34 ans, qui vont jouer quelques matchs dans la saison, mais qui vont jouer à leur poste et à un poste qu'ils connaissent, eh ben, moi, je dis que ça peut être formidable. Voilà, plutôt que des jeunes joueurs effectivement qui cirent le banc et dont finalement on prive de les faire progresser. Par exemple, on pense à Kivior, en tout cas nous dans notre effectif, qui ne joue pas et qui est pourtant jeune. Et j'aurais préféré qu'on se débarrasse de lui cet hiver en prêt. Après, effectivement, voilà, on a commencé un peu à amener de l'expérience, mais sauf que bah, les joueurs qu'on a amenés, bah, c'est Sterling, c'est Neto, par exemple aussi le gardien. Donc c'était pas forcément, on n'a pas forcément visé juste, on va dire là-dessus. Peut-être que justement avec cette arrivée, et là je rejoins Louis, on va peut-être avoir plus de flair sur ces joueurs de 32, 33 ans pour compléter l'effectif. On verra, on verra.
Enfin, c'est vrai que là, on a un cycle je veux dire, on a le premier cycle de recrutement qui au final s'est achevé avec Gabriel Jesus et Zinchenko, qui ont Mm, été vraiment les piliers, on va dire, de notre retour dans le top 2 de Première Ligue. Et c'est que là, on voit que ça arrive à échéance avec Zinchenko qui, comme a dit Louis tout à l'heure, il a des bouts de minutes, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Jesus qui est tout le temps mm. blessé. Donc voilà, on a vraiment. Il va falloir qu'on renouvelle vraiment l'effectif et on a hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce soir, messieurs. Voilà, c'était Corentin, Nitinia et Louis. On a essayé de remplacer le grand Raoul comme on a pu. J'espère que on n'a pas failli à notre tâche. Donc voilà, match frustrant, mais on va continuer à se battre pour la fin de saison. Et voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné. Je vous souhaite une Merci, bonne Corentin. soirée. N'hésitez pas à écouter nos podcasts, à lire les articles, à nous suivre sur Twitter, sur X, sur Instagram. N'hésitez pas à commenter, voilà, donnez votre avis. On voit vos commentaires aussi sur YouTube. On voit les messages, tout ça. Donc, merci beaucoup pour la force que vous nous envoyez. Voilà, je tenais à le dire parce que j'ai pas l'occasion de le dire souvent. Merci à tous pour votre fidélité sur les podcasts. Et voilà, bonne soirée à tous et come on you Gunners. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.